Bonjour, bonjour toutes et tous, bienvenue à ce jeudi de la CEC au sujet de la dépolarisation, l'art de la dépolarisation. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Comme d'hab, il y aura un enregistrement, si peut-être vous êtes en train de regarder cet enregistrement sur YouTube. On vous propose de mettre votre micro en mute. On prend les questions dans le chat et il y aura un temps pour des questions en réponse. Et avec vous aujourd'hui, il y a moi, donc Angela et Eric, le fondateur de la CEC, et on a le plaisir d'avoir Clara Deletraz, qui est fondatrice de Collision et elle est auteure du cours Sator, l'art de se confronter sans s'affronter. Et on a avec nous Anne Charpie, qui est fondatrice et présidente de l'association Voisin Malin. Elle est alumni aussi du parcours Nouveaux Imaginaires. Et sans plus tarder, je te laisse la main, Eric, pour l'agenda. Merci beaucoup. On est hyper heureux que vous soyez là, très nombreux pour ce sujet. L'art de se confronter sans s'affronter. Évidemment, comme d'habitude, on sera frustré. Il n'y aura pas assez de temps, mais on est là pour planter des graines. Et puis, vous allez le voir, on a des propositions aussi en droit de suite. On est sur notre déroulé classique qui termine à 13h55. On veut vraiment respecter vos 5 minutes pour prendre un café, aller aux toilettes avant les réunions de 14h. Donc, on va faire attention à ça. On a un moment de keynote par Clara, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Clara Deletraz, je la présenterai dans quelques secondes. On aura des moments aussi de résonance parce que ce sujet nous touche tous comme citoyens, mais aussi dans nos structures. Et puis, on a demandé à Anne Charpie, une alumni émérite de la CEC, la fondatrice de Voisin Malin, de nous offrir un regard croisé. Elle nous dira d'où elle parle et ce qu'elle veut nous partager. Elle a une carte blanche. Et puis, on aura encore un moment de résonance par rapport à ce que Anne et Clara vont nous partager. Donc, voilà, ben, on peut se lancer. Angela, c'est parti. Euh, Peut-être qu'on aime bien faire, c'est commencer par notre traditionnel sondage. Donc, dans le chat, s'il vous plaît, il y aura deux questions. Tout d'abord, je dirais en tant que citoyen, sentez-vous des effets de polarisation à l'œuvre dans la société française? Donc, ça, c'est la première question. Sentez-vous des effets de polarisation dans la société française? Donc, un, je dirais, c'est très légèrement. Et 10, c'est énormément. Voilà, une échelle de 1 à 10 sur la polarisation dans la société française. Je laisse mettre vos appréciations. Oui, donc on sent que vous êtes très concerné par le sujet. Habituellement, on est plutôt sur un point médian, mais là, on est entre 8 et 10. Donc, on ressent ça assez fortement. Et la question d'après, si tu peux la remettre, Angela, la question d'après, c'est plutôt pour vous, dans votre entreprise, dans votre organisation. Est-ce que vous sentez aussi des effets de polarisation dans votre organisation sur certains sujets, certaines décisions? Et là, pareil, dans votre propre organisation, où est-ce que vous mettez le curseur? Donc là, je vois défiler les notes. C'est assez chouette. On s'aperçoit que vous êtes globalement un peu moins polarisé dans vos organisations. Peut-être vous en avez un peu plus le contrôle. Vous nous direz tout à l'heure comment vous organisez des moments de dépolarisation. Et ça nous fait une très bonne intro pour toi, Clara. Si on partage à nouveau, j'avais juste peut-être deux infos pour pourquoi on a choisi ce webinaire aujourd'hui, ce thème de la dépolarisation. Je ne sais pas, Angela, si tu veux partager. Moi, je vois plus le partage. Mais en tout cas, ce qu'on voulait dire, c'est que la CEC, elle œuvre sur deux terrains d'action. Le premier terrain d'action, c'est dans les territoires. Donc, merci à tous les alumni qui viennent de nos territoires. Et puis, l'autre terrain d'action, c'est donc ce qu'on appelle les thématiques dans la CEC, les filières, les secteurs, où on essaye de provoquer des effets de levier et trouver aussi qui sont les dirigeants d'entreprise, les dirigeantes qui peuvent vraiment faire des courses au sommet dans les filières pour accélérer la transition dans les filières. Donc, voilà, vous avez ce joli visuel avec aussi un petit drapeau suisse, un petit drapeau belge, puisqu'on a des parcours CEC aussi dans ces pays voisins. Et je termine avec la dernière slide que j'avais présentée à l'Assemblée générale de la CEC il y a un mois environ, qui était qu'est-ce que veut être la CEC en vision de long terme. Donc, justement, vous allez voir, ça fait une résonance par rapport à aujourd'hui. Quatre convictions pour notre mouvement pour que ce soit utile à la société. On voudrait être une force de dépolarisation, justement, sur des débats qui peuvent avoir lieu dans les entreprises, mais aussi de société sur le monde économique, inclusive et solidaire,
On pense que c'est la clé pour réussir la transition. La CEC, vous le savez, elle est au cœur des modèles d'affaires. C'est vraiment ça notre marque de fabrique, c'est aller attaquer les modèles d'affaires, sortir du volumique et trouver des modèles d'affaires plus vertueux. Et puis le thème de la biodiversité, on le sent en ce moment particulièrement, vraiment se mettre en position de prendre soin de la biodiversité pour qu'elle se régénère. Donc voilà nos 4 convictions. Et bien, la première, c'était être une force de dépolarisation. Tout ça pour dire qu'on va être très à l'écoute de ta masterclass, Clara. Merci et on va te laisser la main. Je vais juste te présenter. Très rapidement, tu es impliqué, tu as fait plein de projets, notamment pour la French Tech. Tu as aussi été dans le monde de l'entreprise. Tu as lancé une action qui s'appelait Il faut parler, ou tu nous diras, avec Brut et Lacroix. Et puis, il y a ce cours Sator, l'art de se confronter sans s'affronter, vraiment qui est sorti là, il y a quelques mois. Et puis, voilà, ton entreprise s'appelle Collision aussi pour créer plein de collisions et de moments de dépolarisation. Donc voilà, merci beaucoup. On peut dire que tu es peut-être la spécialiste dans notre pays sur ce sujet. Donc, on est ravis de t'écouter. C'est à toi. Merci beaucoup, Eric. Merci pour cette invitation. Et merci à vous tous et toutes de nous consacrer votre pause déjeuner estivale. Je me lance un petit chrono aussi parce que je veux être vigilante sur mon temps de parole. Et je vous partage mon écran. Vous me direz si ça fonctionne bien. C'est bon, vous voyez bien? Ouais. C'est tout bon, Clara. Merci. Ok. Génial. Ok, bon, eh ben, je me présente déjà. Donc moi, je m'appelle Clara, effectivement, Clara de Letraz, et j'ai navigué dans des mondes assez différents. À la fois le monde public et politique, d'abord, t'évoquais notamment l'initiative French Tech que j'ai lancée quand j'étais en cadre ministériel à l'époque, et le monde aussi de l'entrepreneuriat à impact. J'ai créé une boîte que j'ai revendue en 2021 et que j'ai quitté en 2023. Et justement, si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'en 2023, j'ai eu une espèce de moment un peu déclic. En fait, je donnais une conf à un grand événement sur la transition. Donc, il y avait à peu près, c'était ce jour-là, là, à peu près 200-300 personnes dans la salle. Et, euh, et j'ai vécu ce moment très bizarre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'était assez désagréable sur le moment d'ailleurs, mais je parlais et puis en même temps c'est comme si je me dédoublais et que je voyais la scène un peu de l'extérieur comme ça et que je voyais, d'un coup ça me frappait à quel point tous les gens dans la salle en fait se ressemblaient et à quel point moi je leur ressemblais, à quel point je voyais que c'était à peu près bah, les mêmes couleurs de peau, les mêmes goûts, probablement le même genre de parcours, le même genre de référence, sans doute le même genre d'opinion. Et c'est comme ça que d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je vis quand même dans une bulle, en tout cas dans mon monde professionnel, à travers les différentes expériences que j'ai eues, et même si elles ont été diverses, hein, mais je vis dans une bulle, et c'est assez vrai dans ma vie personnelle aussi, même si je fais des efforts pour en sortir. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette prise de conscience en me demandant finalement, est-ce que c'est juste moi, ce qui est possible, hein, ou est-ce que c'est quelque chose de plus large au sein de la société? Et donc, j'ai commencé à me documenter, à me rendre compte qu'en fait, on vivait tous et toutes dans des bulles, si ce n'est que vous me direz peut-être, mais en fait, ce que tu nommes là, ça s'appelle l'entre-soi et c'est vieux comme le monde et vous aurez raison d'une certaine manière. L'entre-soi, d'ailleurs, en plus, il ne s'agit pas du tout, on en a besoin aussi, hein, y compris pour mener certains combats. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'entre-soi, c'est mal et que je veux dire, c'est quelque chose de profondément humain, encore une fois. Mais la bulle, c'est autre chose. C'est quand même un entre-soi qui est dopé au numérique et qui est automatisé à grande échelle et qu'on retrouve aussi ce phénomène de bulle de plus en plus au sein des organisations qui sont poreuses hein, à ce phénomène de bulle, à travers, par exemple, les algos de recrutement qui ont quand même tendance à homogénéiser, en tout cas quand on n'y fait pas attention, les profils les profils qu'on recrute, avec le travail en hybride et le télétravail qui a tendance quand même à marquer les silos entre les équipes, les hiérarchies, le siège, le terrain, etc. Et puis l'IA, hein, maintenant, on utilise tous, enfin j'imagine que vous utilisez tous et tous toutes des petits assistants IA. Et ça, ça commence à être documenté par la recherche et ça montre que
En fait, ça, sans diaboliser, c'est pas le sujet, hein, mais ça a tendance à saper, à diminuer en tout cas la confiance au sein d'une équipe, parce qu'on a tendance à du coup plus dialoguer, échanger avec son assistant IA parfois qu'avec ses coéquipiers. Donc ce phénomène de bulle, on les retrouve au sein des organisations, et pourtant, une organisation robuste, hein, quelle qu'elle soit, et je sais que vous êtes familier avec cette notion de robustesse, c'est une organisation qui conjugue au moins trois critères que je me permets de vous rappeler, hein, mais il y a un, la diversité. Donc là, potentiellement, la diversité de points de vue, là où les bulles, elles vont tendance à avoir tendance à nourrir l'homogénéité et le conformisme. Une organisation robuste, elle doit s'appuyer sur la cohésion, là où les bulles, elles ont tendance à fragmenter les collectifs. Et une organisation robuste, elle a besoin d'agilité d'apprentissage, elle a besoin de capacité à appréhender la complexité des situations du monde, là où les bulles vont avoir tendance à créer des angles morts et à rendre aveugles aux signaux faibles. Et j'aime bien d'ailleurs citer, je ne sais pas si vous vous souvenez de la débâcle de Nokia à l'époque qui avait été rachetée par Microsoft dans les conditions qu'on connaît. Et donc ça, c'est une citation de Steven Hillop, le CEO à l'époque, qui, le jour de son discours de départ, disait: «Nous étions tous d'accord, nous avons tout bien fait, et pourtant, nous avons échoué.» Euh, voilà. Et alors, du coup, ces bulles, ce qu'elles font, l'air de rien, hein, sans qu'on s'en rende toujours compte, c'est un peu insidieux, elles ont tendance à rétrécir nos champs de vision, à nous faire penser que notre vision du monde est le monde, euh, et même qu'on a nécessairement raison. Surtout d'ailleurs quand on porte les combats qu'on porte et quand on est au service de l'impact, etc. Et voilà, il y a quelque chose d'assez naturel là-dedans, mais voilà. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que ces bulles, elles ont tendance aussi à se polariser. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion de polarisation, en tout cas dans le ressenti au moins, parce qu'on vient de faire ce petit sondage qui montrait que c'est quand même quelque chose que vous ressentez. Moi, la polarisation, quand j'en parlais, donc j'ai commencé à m'y intéresser à ce phénomène social là, il y a à peu près 2 ans, et quand je m'y intéressais à l'époque, et que j'en parlais, je sentais que c'était un peu concept encore de parler de polarisation il y a 2 ans. Après, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même en train de- enfin, c'est pas une bonne nouvelle d'ailleurs, mais c'est quand même en train de bouger, d'arriver en France. La polarisation, attention, c'est pas le conflit. La polarisation, c'est une dynamique sociale bien particulière, qui est une dynamique de division en camps. C'est-à-dire que il y a polarisation quand il commence à y avoir une logique de nous contre eux. Et même si on veut être un peu plus précis, il y a deux types en fait de polarisation. Il y a ce qu'on appelle la polarisation idéologique. Ça, c'est la distance entre les idées au sein du débat public. Et donc la polarisation idéologique, il peut y avoir des camps comme ça qui se radicalisent mais autour d'idées, de contenus, de sujets, comme, je sais pas, la réforme des retraites, etc., etc. Et puis, il y a un deuxième type de polarisation qui est la polarisation affective. Et la polarisation affective, elle n'est pas centrée sur les idées, elle est centrée surtout sur les identités et les émotions. C'est-à-dire que la polarisation affective, c'est le niveau d'émotion négative qu'on ressent vis-à-vis de ceux dont on considère qu'ils font pas partie de notre bulle, qui font pas partie de notre camp. Donc la polarisation affective, on n'est pas sur un désaccord technique, on est vraiment sur en fait une crise d'identité collective, en quelque sorte. Et en fait, un peu comme du coup, le cholestérol, il y a une bonne et une mauvaise version de la polarisation. Enfin, là, je schématise à fond, hein. C'est la polarisation affective qui, elle, est un vrai poison, à la fois politique, démocratique, psychologique, économique, là, dans nos démocraties occidentales. Et c'est elle qui, ces dernières années, a grimpé en flèche dans nos démocraties occidentales, là où, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs, la polarisation idéologique, elle, depuis la fin de la guerre froide, elle a plutôt eu tendance à diminuer. Là, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, mais en tout cas, voilà, c'est un phénomène qu'on observe. Donc, le vrai poison, le vrai sujet là auquel on fait face, c'est cette polarisation euh, affective qui a tendance à s'infiltrer, hein, l'air de rien, un peu partout dans nos quotidiens. Alors, évidemment, dans la vie politique, hein, avec tout ce qu'on voit de nos dirigeants et nos politiques et qui s'invectivent sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais aussi dans nos quotidiens de citoyens. Moi, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, là, j'ai un copain qui me racontait son AG de copro avec ses voisins.
et qui nous racontait comment, en partant d'un désaccord sur un sujet assez concret, qui était le bruit des enfants dans la copro, la discussion s'est polarisée et du coup, c'est devenu une discussion vraiment avec des camps. D'un côté, ceux qui étaient vus comme des parents permissifs, laxistes, qui de toute façon ne savent pas tenir leurs enfants, et de l'autre, les voisins intolérants, qui de toute façon n'aiment pas les enfants et qui veulent... voilà. Exemple. Autre exemple, moi je suis parent délégué enfin l'année dernière, j'étais parent délégué dans l'école de mon fils, et c'est parti complètement en vrille sur le sujet de l'éducation sexuelle et affective à l'école, sur le groupe WhatsApp des parents délégués. Et ça s'est tellement envenimé qu'à la fin, ils se traitaient de fachos, de machin, de woke, de trucs et tout. Et ça a mené à la démission d'un des parents d'élèves de son mandat. Et quand même assez violent. Et puis, cette polarisation affective, on peut la retrouver aussi, et c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu au sein de nos cercles intimes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'éviter certains sujets avec votre famille ou certains sujets au déjeuner du dimanche, ou de prendre vos distances avec certains proches parce que vous sentez que la discussion est plus possible, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est quelque chose qui est en train de voilà, qu'on ressent tous et toutes de plus en plus. Et, et c'est intéressant parce que c'était intéressant pour moi d'avoir la double question qui vous a été posée sur est-ce que vous ressentez la polarisation dans vos vies de manière générale et puis au sein de vos organisations. Ça commence quand même, encore comme un signal plus si faible que ça, mais à infiltrer, l'air de rien, les organisations parce qu'il y a un effet de porosité entre la société et les organisations qui sont quand même le reflet de la société. Et moi, je me retrouve à intervenir de plus en plus dans donc, des organisations qui font face à des transformations majeures à tout point de vue, et où en fait les collaborateurs, en fonction de leur âge, leur genre, leur parcours, leur niveau d'études, leur niveau hiérarchique, leur métier, etc., ils n'ont pas le même rapport à ces transformations, ils n'ont pas les mêmes lunettes sur le bout du nez, ils ne sont pas impactés de la même manière. Et donc ça crée des potentielles lignes de faille, encore une fois, pas tant juste de désaccord que de perception partagée et que de crise un peu d'identité collective. Et donc pour vous donner quelques exemples, la semaine dernière, je travaillais avec EDF, où il y a une espèce de ligne de fracture identitaire chez eux entre le nucléaire et le renouvelable, par exemple, et qui devient vraiment un sujet qui cristallise énormément de tensions avec des collaborateurs qui s'invectivent sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, c'est compliqué. Ou encore, là j'intervenais dans une grande banque française sur un sujet qui n'a rien à voir, mais sur l'égalité homme-femme au travail, parce qu'ils ont une politique RH très ambitieuse en faveur des femmes, parce qu'il faut rééquilibrer tout un tas de choses. Et en fait, ils se rendent compte que les hommes, même s'ils ne le disent pas nécessairement tout haut, ils commencent à dire, bah oui, mais il n'y en a que pour les femmes, on ne peut plus évoluer quand on est un homme dans cette organisation, etc., etc. Donc, voilà, ces lignes de polarisation affective, elles commencent à s'infiltrer, y compris dans les organisations, parce qu'il y a cet effet de porosité. Et pourtant, en tout cas, moi, c'est ma conviction aujourd'hui, et c'est ce que j'ai observé et c'est documenté. Le problème, c'est que une société dans son ensemble, ou une organisation en particulier qui est polarisée et qui est polarisée affectivement, elle peut pas avancer. C'est un peu comme le jeu de la corde, hein, c'est chacun tire de son côté, puis en vrai, on peut plus vraiment se parler, ou en tout cas se parler au bon niveau ou des bons sujets. Il peut y avoir beaucoup de non-dits. Et donc, c'est compliqué d'avancer. Et c'est ce qui fait que il me semble que les bulles et la polarisation sont un des plus grands défis de notre époque, parce qu'on peut avoir toutes les belles solutions qu'on veut et des solutions à tous les défis qui sont devant nous. Il y en a qui existent, on les connaît. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on est capable de s'entendre, et peut-être déjà dans un premier temps de s'écouter pour les mettre en œuvre. Donc voilà, ça c'est ma conviction aujourd'hui et je pense que sur ce terrain-là, on a tous et toutes un rôle à jouer. Je pense que les organisations et que les entreprises ont un rôle à jouer. Déjà parce qu'elles ont, en tout cas quand elles ont cet ADN-là, une responsabilité sociétale à s'en saisir, mais aussi parce qu'elles ont un intérêt stratégique, parce qu'encore une fois, à partir du moment où la polarisation commence à s'insérer au sein d'une organisation, bah, c'est compliqué. Et avec les années
qui arrivent, là, les échéances électorales, ça va quand même tanguer. Et puis parce qu'elles ont des leviers, on va le voir. Et les organisations, c'est quand même un des endroits aussi qui reste où il y a des gens potentiellement assez différents qui se retrouvent autour d'un objectif commun. Et donc, voilà, capitaliser là-dessus, ça me semble être important. Alors moi, la question que je me pose, parce que je suis pas chercheuse, hein, vous avez compris, je suis entrepreneur, donc j'ai quand même un mindset assez, c'est quoi les solutions? C'est de me dire, OK, est-ce qu'il y a un antidote qui existe? Est-ce que c'est possible de dépolariser et de dépolariser sans dépolitiser? C'est un peu le grand sujet, hein, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de faire du complaisant, du mou, du voilà. Comment est-ce qu'on peut porter ces combats et ces lignes d'engagement et la politisation au sens propre du terme, qui est le conflit hein, institutionnalisé, mais sans polarisation, qui ça vide les discussions de leur substance. Et donc, j'ai beaucoup enquêté là, ces dernières années. J'ai notamment contribué aussi à expérimenter des projets très concrets, comme le projet Faut qu'on parle que tu évoquais, Eric, dont la première édition a été lancée avec Brut et Lacroix, où le principe, c'est un peu comme avec une app de dating, de matcher des inconnus aux opinions opposées, de les faire se rencontrer dans la vraie vie. Et d'ailleurs, j'aime bien citer ce participant qui, à la fin de cette discussion, nous avait dit, à la fin de la discussion, je ne me suis pas dit que mon partenaire de discussion avait raison, mais j'ai compris qu'il avait ses raisons. Je trouve que ça permet de bien distinguer justement la polarisation idéologique et la polarisation affective. Et en tout cas, moi, ce que j'ai compris avec toute cette enquête que j'ai menée, ces expérimentations diverses et variées, c'est que en fait, le plus grand danger de la polarisation et des bulles, c'est pas le clash ou le conflit comme on l'imagine souvent, c'est l'évitement. C'est l'évitement des conversations qu'on n'a pas et qu'on n'a plus, soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'occasion. C'est l'évitement des gens aussi qu'on ne croise pas ou qu'on ne croise plus, soit là encore une fois de manière volontaire ou de manière involontaire, parce que de toute façon le système n'est pas fait pour qu'on les croise. Et c'est cet évitement-là qui nourrit dans une espèce de boucle qui s'auto-entretient les bulles et la polarisation. Et à partir du moment où on comprend ça, l'antidote, en fait, c'est ce que moi j'appelle la collision positive. Et j'utilise à dessein ce terme de collision, qui est un terme qui est pas lisse, hein, justement, qui est pour montrer qu'on n'est pas là pour être dans le mou, dans le complaisant, dans le voilà, mais de se dire, la collision, c'est une manière de remettre en circulation ce qui s'est figé, ce qui n'est plus au contact, ce qui n'est plus en présence. Et donc, ces points de vue, ces lunettes sur le monde, voilà, chacun est dans son cours d'engrenage, bah là, on les fait entrer en collision de manière positive, évidemment, et constructive. Et pour ça, il y a un certain nombre d'ingrédients à réunir que j'ai observés. En tout cas, c'est un processus qu'on peut créer, qu'on peut favoriser, et où, franchement, quand on arrive à créer les conditions, ça marche quand même dans 90% des cas. Donc, c'est quand même, moi, ça me donne en tout cas d'espoir. Et je crois que c'est un muscle à la fois individuel et collectif qu'on aurait vraiment intérêt, et encore une fois, avec les chiffres dans les années à venir, là, à venir travailler, à venir muscler. Euh, je partage avec vous quelques-uns des ingrédients d'un processus de collision. Je vais évidemment pas avoir le temps là de rentrer dans le concret, mais c'est ce qu'on disait, il y aura plein de manières de vous donner de la ressource pour que vous puissiez aller creuser plus loin. Mais en tout cas, dans un processus de collision, c'est important déjà, dans un premier temps, de cartographier au sens systémique du terme qui sont les parties prenantes, qui pensent quoi a priori, qui se représentent, comment se représentent les uns les autres. Et donc ça, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser déjà à son échelle, à soi, parce qu'en fait, déjà le premier lieu de polarisation interne, en général, on a plusieurs petits personnages à l'intérieur de nous-mêmes qui parfois ont du mal à dialoguer. Ça peut être intéressant de le cartographier à l'échelle d'une équipe quand on est dans une organisation. Où sont ces lignes de polarisation potentielles ou déjà un peu exprimées, et de le cartographier à l'échelle d'une organisation tout entière ou à fortiori d'une société tout entière, d'identifier où sont les eux, où sont les nous, où est-ce que la parole circule moins bien, où sont les non-dits. Voilà. Cette cartographie, elle est primordiale, et aussi de projeter l'organisation versus le monde
où sont les lignes de polarisation potentielles déjà existantes avec l'externe, parce qu'on n'est jamais comme ça une organisation posée nulle part. Évidemment, il y a un territoire, il y a des instances, il y a des clients, il y a un contexte là actuel de backlash écologique, entre autres. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est un premier élément, la cartographie. Ensuite, il y a le choix de la cible, c'est-à-dire que, et ça c'est vrai à l'échelle individuelle aussi, quand vous avez des discussions, des collisions justement que vous aimeriez créer avec des proches autour de vous, voilà, c'est de se dire que tout le monde, ça ne vaut pas le coup d'échanger, de discuter avec tout le monde. Il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour que ça vaille le coup. Là, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais on pourra y revenir dans les questions-réponses avec grand plaisir. Troisième ingrédient, la conscience. Conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi et chez les autres, c'est-à-dire conscience de comment nos points de vue se forment. Et donc ça, c'est peut-être un des trucs avec lesquels j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui, c'est de comprendre que un point de vue, c'est un peu comme un iceberg. La partie rationnelle des points de vue, c'est qu'une toute petite partie émergée au-dessus de la surface de l'eau, avec les arguments, les faits, la logique, la raison, etc. Mais un point de vue, en réalité, il est surtout façonné par ce qui se passe sous la surface de l'eau, et c'est-à-dire notre vécu, ce qu'on a vécu en lien avec ce sujet, nos valeurs, nos émotions et nos appartenances. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience et d'être capable justement de comprendre ce qui se joue dans nos propres points de vue pour ensuite être capable de partir en exploration de ce qui se joue dans le point de vue, chez le point de vue des autres. Et je vais directement aller vers l'ingrédient de la confrontation positive, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, une fois aussi qu'on a identifié ce qui était commun entre des gens qui potentiellement au début sont très différents ou pas, parce que ça fait partie des ingrédients aussi pour créer le courant pour que enfin brancher la prise pour que le courant passe, c'est d'aller en mode confrontation positive. Et pour aller en mode Il te reste à confrontation. peu près 4-5 minutes, Clara. Tu es Ah, bien dans ok. ton timing. Ok, parce que je m'étais dit 20 minutes, donc j'ai le temps Oui, pour. voilà, tu peux, Voilà. parce que c'est hyper important ce que tu vas poser Ouais, ouais, là, ça ouais. va appeler Ok, des réactions, donc tu peux te je vais donner pas 4 déborder. minutes. Ouais, Débat. merci. Donc, la confrontation positive, déjà qui se fait pas dans n'importe quelle circonstance, donc toujours en vrai, ou en tout cas de manière synchrone, c'est-à-dire on fait pas ça par écrit quand on n'est pas sur la même timeline. Il y a vraiment un enjeu de sentir l'autre avec ses sens, hein, et d'avoir en tête que la communication non verbal, c'est 70% de la communication. C'est-à-dire que, il n'y a que 30% des choses qui passent par les mots. Et le reste, c'est ce qu'on va capter avec nos sens, les mimiques, le son de la voix, l'intonation, etc., etc. Donc le contact est vraiment important quand on veut entrer en collision, en confrontation comme ça. Et il faut aussi poser un cadre avec un certain nombre de règles du jeu, que là aussi on ne va pas détailler, mais qui existent et qui permettent de créer un cadre de sécurité pour que les choses puissent se dérouler au mieux. Et une fois que qu'on a ça, le contact, le cadre, qu'on a aussi, je vous disais, identifier le ciment, identifier ce qu'on a en commun avec les personnes avec qui on va entrer en collision, parce que ça, c'est hyper important de passer par cette première étape-là. On peut donc entrer en confrontation positive. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est peut-être effectivement la chose que j'aimerais que vous reteniez avec cette petite histoire d'iceberg, c'est de se dire comment est-ce que vous pouvez partir en exploration de ce qui se joue sous la surface de votre iceberg, c'est-à-dire votre point de vue sur tel sujet, qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce sujet, votre vécu, qu'est-ce que vous avez vécu en lien avec ce sujet, vos appartenances, qu'en pensent les gens autour de vous, et vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie de protéger, qu'est-ce qui est important pour vous en lien avec ce sujet. Donc déjà d'être capable de le faire pour soi, et de le faire pour l'autre. Et ce que vous devez retenir d'un processus de confrontation positive, c'est qu'en fait, l'idée, c'est d'inverser l'iceberg et de commencer par ce travail d'exploration sous la surface de l'eau, pour ensuite remonter au-dessus de la surface de l'eau vers les faits, la logique et tout ça,
mais de ne simplement pas commencer par ça. Parce qu'en fait, souvent, dans un débat classique, c'est deux points de l'iceberg qui se parlent et qui restent justement à la surface et qui se balancent des faits, des chiffres, d'ailleurs. Sauf que la recherche, et notamment la recherche en psychologie sociale, montre que c'est souvent assez inopérant. Malheureusement, on peut le regretter, hein, mais c'est pas ça qui fait changer d'avis souvent. Et donc là, c'est de se dire, OK, comment on inverse l'iceberg et comment on se met vraiment en mode comme un petit explorateur polaire, justement, qui va essayer de comprendre ce qui se passe sous la surface de l'iceberg de son interlocuteur, avec tout un tas de questions qu'on peut poser pour faire cette exploration sur les valeurs, les émotions, les expériences vécues, les appartenances, et puis cet enjeu surtout de se mettre en posture d'écoute, évidemment. Et quand on arrive à faire ça, questionner, écouter et renverser l'iceberg, commencer vraiment par cette partie-là, ça change en général complètement la dynamique de la conversation. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à la fois à tous les sujets et à tous les contextes citoyens, dans un contexte intime, professionnel, etc., etc. Et là, je vous donne quelques exemples de questions que vous pouvez utiliser pour justement explorer ce qui se joue sous la surface de l'eau de votre propre iceberg ou de celle de votre interlocuteur. Donc, vous voyez les valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi dans cette question, qu'est-ce qui te semblerait injuste ou inacceptable si on faisait le contraire, les émotions, qu'est-ce que tu ressens, est-ce qu'il y a un truc qui te touche, qui t'inquiète ou qui t'enthousiasme inversement. Le vécu, est-ce que tu as vécu une expérience concrète en lien avec ce sujet qui t'a amené à penser ça? Ou est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont vécu quelque chose? Ou est-ce que tu as vu quelque chose à la télé, ou tu as entendu un podcast, voilà. Et les appartenances, hyper important. Qu'en pensent les gens autour de toi et à qui tu fais confiance sur le sujet. Voilà, en gros, ce que j'avais envie de vous passer comme message là sur ce qu'est un processus de collision et ses différents ingrédients, et notamment surtout la partie vraiment confrontation, au sens premier du terme, hein, con, le latin con, avec, ensemble, et front, les fronts qui se mettent ensemble et qui se regardent face à face, et que vous pouvez donc appliquer à toutes les échelles et dans tous les contextes avec cette idée que ces espaces de collision positive, en fait, il en existe peu. Et donc, je crois que notre enjeu à tous et toutes, c'est de se dire comment on peut créer des espèces de failles spatio-temporelles, des trous dans la matrice sociale, qui permettent de le faire et d'en créer les conditions. Avec ce message pour moi qui est important, de se dire qu'on peut tous et toutes devenir des collisionneurs, qui a à avoir en tête un certain nombre d'éléments, éventuellement de techniques et tout, mais qui ne sont pas si compliqués que ça. Et que, en tout cas, je me suis efforcée de rassembler dans les conversateurs dont parlait Eric, et que je serais ravie de discuter avec vous. Et évidemment, il ne s'agit pas de réduire ce problème à un problème individuel et juste à un problème de compétences. C'est aussi comment on crée ces espaces et ces conditions dans les organisations et à l'échelle de la société tout entière. Voilà. Merci Génial. beaucoup à tous et toutes, et très heureuse de pouvoir raisonner et répondre à vos questions. Raisonner au Ce sens qu'on va faire, Clara, ce que je te propose, le temps qu'on switch, si tu peux quitter la présentation, on va remettre avec Angela. Il y avait une question dans le chat. Il y en avait pas mal, hein. Tu pourras voir les réactions et ensuite, tu auras peut-être un peu de temps. Si tu peux prendre cette question, et puis après, on fera un petit appel à témoignage. La question, c'était que ça ressemblait à des techniques de communication non violente. Est-ce qu'il y a des inspirations croisées que tu vois? Ouais, alors il y a beaucoup d'inspirations, certaines effectivement issues de la communication non violente, d'autres issues de techniques, d'une méthode notamment qui est hyper intéressante qui vient des États-Unis, qui s'appelle le deep canvassing, qui a été beaucoup utilisé par des militants pour le coup. Quoi d'autre? Enfin, c'est un mélange de plein d'approches appliquées à cet enjeu un peu particulier qui est la polarisation, avec cette couche, encore une fois, cette couche très identitaire et émotionnelle. Mais oui, Oui. c'est une des C'est des inspirations. techniques très proches, mais là, on parle vraiment de cas, en fait, où il faut être très affûté parce qu'il y a une polarisation en cours qui crée des tensions, en fait, et donc, Ouais, faut y aller. ouais. Ok, super. La question qu'on voulait vous poser, est-ce qu'il y a des témoignages ou des résonances? C'est avez-vous vécu dans vos organisations, dans vos entreprises, hein, pour les alumni de la CEC, des situations de polarisation?
et comment vous les avez gérés. Alors, vous pouvez dire, peut-être vous avez été des collisionneurs très avisés, ou peut-être vous êtes plantés. N'hésitez pas, on est dans un cadre de confiance ici. Mais est-ce qu'il y a peut-être un ou deux témoignages où vous avez des résonances par rapport à ce que Clara vient de présenter? Et puis après cette séquence-là, on ouvrira la carte blanche pour Anne. Et ça peut être une... N'hésitez pas à prendre le micro. Il y a quelqu'un qui se sent appelé à partager une expérience en organisation. Ouais, peut-être. Allez, super. Donc, Vas-y. Colette, moi, j'étais dans une association d'intelligence collective, dans un CA qui a été traversé par la polarisation lors du Covid sur les façons de réagir. Où on s'entendait bien, on s'aimait bien, hein, et tout, mais il y avait des fois où on était complètement séparés. Et en fait, on a tenté des régulations par un tiers, mais on n'a pas eu assez le temps, parce que je pense qu'on en était resté à l'aspect fait. Et en fait, ça s'est résolu dans des cœurs à cœur, deux à deux, avec des gros partages sur nos valeurs. Et qu'est-ce qui primait? Est-ce que c'était la responsabilité, le prendre soin, ou est-ce que c'était la liberté des individus? Et là, il y a des choses qui ont bougé. Voilà ce que je peux dire. Mais vraiment dans un cœur à cœur, une descente profonde de qu'est-ce qu'il y avait derrière nos prises de position. Et du coup, une écoute de je ne juge pas ta prise de position, je cherche à comprendre la valeur qui l'anime derrière. Et Donc on a vu l'iceberg, qu'il pouvait y la avoir, partie voilà, immergée ouais, de vraiment. l'iceberg. Et du coup, dans certains cas, il y avait une représentation de l'autre qui, du coup, était erronée, de ses valeurs notamment. Voilà. Ok, merci du partage. Est-ce qu'il y a un autre partage? Ne vous sentez pas obligé. Et dans ce cas-là, on va vous faire un cadeau. Ah, je veux bien, Claire. Avec Claire, un partage et ensuite on fera le cadeau. Vas-y. Moi, je suis dans l'organisation Sylvavenir, donc qui est une équipe, une TPE d'experts forestiers. Je sais pas si vous m'entendez bien. Si, si, on t'entend bien. Tu peux y Ouais. aller. Et en fait, on a donc avec Bruno, le dirigeant, a annoncé qu'on participait au parcours CEC et les experts forestiers qui, by design, sont très proches des arbres et de la biodiversité, n'ont pas forcément bien pris le fait d'être dans une démarche très tournée CEC, tournée RSE, parce que eux considèrent qu'ils font déjà leur maximum et qu'ils n'ont pas soit de leçons à recevoir, soit d'être plus impliqués. Donc, on est tombé de notre chaise, en fait. Donc là, c'était une polarisation à laquelle on s'attendait pas du tout. Alors, Clara, je te laisse réagir. Merci. Moi, j'ai envie de réagir en disant que des fois, les polarisations, c'est bête parce qu'on est d'accord à 95% et on va se polariser sur un petit 5%, en l'occurrence la participation à la CEC. Et donc, on peut se faire surprendre par les Ouais, polarisations, en fait. Vas-y, Clara. ouais. Et c'est quelque chose que, enfin, moi, j'ai beaucoup observé, y compris dans des cercles militants, enfin, ou dans des projets de l'économie sociale et solidaire. Là, on est dans un contexte qui est tellement complexe, avec en plus, je vous disais, ce contexte un peu de changement d'air autour de la RSE, de ça, que on, en tout cas, on n'est jamais immunisé contre la polarisation, y compris dans son propre camp. Et on est tous et toutes potentiellement, mais moi comprise, hein, à un moment, en fonction du sujet, en fonction de notre sensibilité, en fonction justement de notre vécu en lien avec ce sujet, de nos appartenances, de tout ce que je vous disais, on peut tous être instigateurs de la polarisation sur tel sujet, puis sur tel autre, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est des dynamiques qui traversent, ouais, vraiment, y compris des gens qui sont d'accord à 80%, mais ça va se cristalliser sur les 20% restants. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en comprendre les dynamiques et de voir comment est-ce qu'on peut le désamorcer. Parce que c'est dommage, ça divise des belles alliances potentielles et Dieu sait qu'on a besoin d'avoir des alliances en ce moment. Merci beaucoup, Clara. Ce que je propose, Moi, je pourrais éventuellement intervenir si je peux. alors rapidement, si c'est Ouais, pour pas qu'on dérive trop. Ouais, vas-y, avec plaisir. ouais. Donc moi, rapidement, je voudrais donc exprimer un témoignage depuis la Belgique, mais qui était lié avec un management français quand j'étais chez Total Energy, où j'étais responsable des activités gaz, électricité, mobilité électrique sur la Belgique en B2B. Et de manière symbolique et
restrictives. On a essayé de m'imposer, de migrer les flottes de véhicules de mes commerciaux du thermique vers l'électrique. On était complètement d'accord sur le fond, mais pas du tout d'accord sur la forme et la temporalité. Et en fait, il n'y avait pas du tout d'écoute par rapport aux réalités, à l'autonomie des véhicules. Et cela, je mettais ça dans un commentaire. Je me suis rendu compte, après 30 ans d'expérience dans des grosses structures, que il y avait une absence complète de dialogue et justement des éléments de ressenti et d'émotion. Et je me suis fait entendre dire plusieurs fois qu'une entreprise, c'était pas démocratique et qu'un manager, ça devait exécuter les instructions venant du groupe et d'autres choses, et que je faillissais complètement à ma mission et que je devais imposer à mes équipes ce qui était demandé par la direction. Et donc, en fait, on a perdu, mais on a fait la révolution. Donc, c'est la première fois de ma vie où on a fait, entre guillemets, on a fait grève. On arrêtait de vendre parce qu'on n'avait aucune écoute. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une écoute et un dialogue. Et c'est là que j'ai découvert que les entreprises n'étaient pas démocratiques. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, on aperçoit qu'effectivement, il y a des écueils partout et parfois des raccourcis sont pris. Et s'il n'y a pas le temps de l'écoute, eh ben, on s'aperçoit que ça se polarise, ça se cristallise assez vite. Là, c'est assez violent ce que tu nous décris. Alors, je propose qu'on avance. Merci pour ces trois témoignages. Bah, le petit cadeau, donc, vous l'aurez aussi dans les ressources qu'on va vous envoyer par mail à la fin de ce webinaire. Vous aurez aussi l'enregistrement, le replay. C'est que pour les alumni de la CEC, vous avez un code spécial, code promo, qui est alumni CEC ici, pour acheter le cours Sator, en fait, avec cette promo de Clara. Donc, on s'est mis d'accord avec Sator. On s'est dit que c'était vraiment un sujet d'intérêt général. Donc, vous allez très simplement sur la plateforme Sator, et puis quand vous inscrivez le code promo alumni CEC. Donc, on a négocié cette gratuité avec Clara et Sator pour plus de 300 personnes. Il y a déjà 160 codes qui ont été utilisés. Donc, vive nos alumni. Et pareil pour les contributeurs CEC. Je sais qu'il y en a quelques-uns ici. Contrib CEC. Pour accéder à ce cours, c'est 10 modules de 30 minutes. Moi, je l'ai fait. Je suis tombé amoureux de ce cours. Je pense qu'il est hyper important. Il donne vraiment des outils pour affronter ces situations. Voilà, et ben c'est le moment de la carte blanche à Anne. Anne, je te présente très rapidement pour que tu aies ton temps de parole. Bah, tu es la fondatrice de Voisins Malins. Tu diras ce que c'est, mais c'est vraiment une asso qui est géniale. Tu es fellow Ashoka pour ça. Tu as participé comme alumni à la CEC des Nouveaux Imaginaires, justement aussi pour parler de nouveaux imaginaires. Et je te donnerai cette citation, puisqu'on a fait un podcast ensemble. Tu as dit que pour toi, l'écologie, c'était d'habiter toutes les pièces de la maison commune. Donc voilà, je crois que tu as un regard à nous apporter qui sera hyper intéressant sur ce sujet. C'est à toi. Merci Eric pour ton enthousiasme toujours et bonjour à vous tous. C'est impressionnant de voir toutes ces personnes présentes. Clara, j'ai été très sensible à ce que tu disais. J'ai appris de nouveaux mots que je vais, je pense, recycler dans mes propres manière de parler de ce qui m'intéresse et de la manière dont on y agit. Donc, voisin malin, à l'origine de voisin malin, je dirais que j'ai eu la surprise de rencontrer une réalité qui m'était complètement méconnue ou sur laquelle j'avais des fausses idées au Chili, en allant dans un quartier pauvre et à travers une ONG de microcrédit. Et donc, j'ai découvert des micro-entrepreneurs qui, quand ils avaient accès à cette chance du microcrédit, leur premier réflexe, c'était de le partager. Et alors que plutôt que de grossir leur business, et donc on faisait des réunions d'appartements. Je me suis dit, c'est fou, ces personnes, pour elles, découvrir et comprendre ce qui se passe et pouvoir partager une opportunité à la communauté, c'est leur première nécessité, leur première valeur, et ça, c'est une force de transformation énorme. Donc, ça m'a passionnée. Je me suis dit, ben, en France, je vais aller à la découverte de ces personnes dans nos quartiers populaires que je connaissais pas plus que ça. Et j'ai bossé 15 ans dans ces quartiers avec un métier d'urbaniste. Et en 2008, gros échec électoral pour le maire de Grigny, je me suis dit, mais en fait, on ne sait pas travailler avec les gens, on a des politiques publiques, mais on ne sait pas partir des gens. Et en gros, on les calcule pas. Les experts vont penser l'avenir de leur ville à leur place. Et ça fonctionne pas. Et donc, ils se sentent pas concernés et ils évitent les urnes, pour parler d'un nouveau terme. En tout cas, il y a une forme de repli
de renoncement à agir qui est extrêmement préjudiciable à l'avenir de ces quartiers. Et j'avais rencontré des personnes comme celles que j'avais vues au Chili, dans nos quartiers populaires, beaucoup de mères de famille qui voulaient vraiment comprendre et donner une chance à leurs enfants, entre autres. Et je me suis dit, il faut inventer quelque chose euh, qui fasse reconnaître la valeur que portent ces personnes, l'énergie, l'envie de contribuer et de participer voilà, à l'avenir de leur quartier, de leur ville. Et donc, c'est-à-dire qu'il y avait, pour moi, pour parler en matière de polarisation, la polarisation, c'était que ces personnes qui représentent quand même 5 millions d'habitants, elles sont complètement invisibilisées de l'autre côté du périph' où on les voit au moment des émeutes où tout d'un coup elles font peur et on imagine que ce sont des gens soit qui profitent du système, soit qui sont des jeunesses révoltées et pas respectueuses du droit. Et donc c'est un peu les représentations et on est dans des bulles très grandes. Donc pour arriver à franchir ça, je me suis dit ces personnes, on va les mettre en scène autrement en apportant un contrat de travail. Donc ça, c'était de dire ces personnes, pour qu'elles puissent affirmer leurs valeurs, c'est important symboliquement de créer ce contrat qui est un engagement de notre part, une reconnaissance qui va leur permettre elles-mêmes de se sentir reconnues et d'avoir un cadre pour activer leurs valeurs. Le deuxième levier pour réaliser cette intention de révéler la valeur et de changer les représentations sur différents pôles de la société, c'est que ces personnes doivent développer une mission qui est utile à la société, à leur quartier, aux acteurs locaux. Et donc, il y a un gros fossé qui fait que les personnes qui habitent ces quartiers ne sont pas au courant des droits, des projets qui se mettent en place pour transformer leur ville, et ça coûte très cher aux opérateurs locaux. Par exemple, Veolia a des gros impayés. Quand un intervenant fait un chantier, les consignes de chantier sont pas respectées. Enfin bon, il y a des tas de coûts qui sont induits. Les agents de service public sont en souffrance et du coup, il y a du turnover. Donc, tout ça a un coût. Donc, créer une valeur qui va être de créer ce pont pour passer l'information à l'ensemble des habitants sur des évolutions dans leur quartier. Et donc, ça, c'est une mission utile qui va être d'informer et puis aussi de remonter de l'information. Et ça, on la facture. Donc le deuxième aspect, c'était que cette valeur soit achetée par les opérateurs locaux qui ont tendance à considérer que ces habitants doivent toujours être bénévoles. Et alors là, on dit, on va créer une valeur. Vous allez avoir 500 personnes qui vont être informées en 2 mois du grand projet. Votre réunion publique pour construire les travaux de demain, elle va être pleine, alors que d'habitude, vous avez 3 clampins qui sont en colère et qui ne représentent qu'eux-mêmes. Donc voilà, donc c'est cette valeur, on l'a facturée. Donc ça, c'est un deuxième ingrédient dans le cadre. Ça passait par ce rééquilibrage économique d'un regard d'experts vers des habitants qui allaient eux-mêmes être investis d'une création de valeur et le démontrer. Donc, ça, je dirais, ça a relativement bien fonctionné parce que chaque voisin malin va voir à peu près 300 familles dans l'année. Donc, on couvre dans un quartier 10 000 habitants sur un an. On a une vingtaine de quartiers en France. Au bout de 10 ans, on s'est dit aujourd'hui, euh, on imagine que les acteurs qui sont nos partenaires, donc ces collectivités locales, ces bailleurs sociaux, selon les sujets Veolia pour l'eau, Engie, La Poste, voilà, une société de transport, ben, tous ces acteurs, le fait de voir la valeur créée par les habitants pour mieux opérer leurs services et des conseils qu'on leur donne qui permettent de gagner du temps, je dirais, d'être plus efficace, enfin d'avoir par exemple des gens qui viennent qui lisent leur courrier, qui viennent à leurs réunions, qui font connaître leur avis pour que on en tienne compte dans des décisions d'aménagement de l'appartement par exemple. Eh bien, ces acteurs, je m'étais dit, ils vont retrouver le goût de dialoguer et ils auront compris des nouvelles pratiques qui fonctionnent dans le dialogue avec les habitants. Et c'est tout le contraire qui se produisait, puisqu'ils étaient bien contents d'avoir voisin malin pour faire ce rôle. Et donc, on se retrouvait à confirmer
et je dirais une polarisation qui était grande. Ils étaient très contents de travailler avec les habitants pourvu que ce soit nous qui le fassions. Et ça, je me suis dit, c'est pas du tout transformateur. On est en train de renforcer un problème auquel on a souhaité s'attaquer. Et Donc, Anne, juste info timing, on sait que ce sera frustrant, hein, mais il te reste 2 minutes pour ça faire passer les marche. messages principaux. Ok, ben donc du coup, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Clara, sur les moyens de faire des collisions. On s'est dit, on va réunir des agents de service public qui sont en échec dans leur travail et qui sont en conflit avec les habitants et des habitants concernés, les voisins malins, dans un cadre de confiance autour d'un sujet concret qui est important de part et d'autre, par exemple le non-recours aux services de santé de personnes âgées isolées. Et donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement préoccupant. Et donc, on va apprendre à se parler autrement, on va apprendre à se connaître, on va partager nos vulnérabilités et on crée un cadre et plusieurs ateliers qui font que en 6 mois, des personnes qui, du côté des voisins malins, étaient extrêmement critiques en disant les agents sont racistes, ils en ont rien à... Voilà, ils n'écoutent pas les recommandations qu'on leur fait. Et de l'autre côté, les agents disant les habitants veulent profiter du système, ils ont jamais les bons papiers, ils se foutent de nous. Donc voilà, ils étaient dans cette position au départ. Et on a permis de discuter, de se rendre compte que ce sujet... voilà, on avait des fausses idées les uns sur les autres. Enfin, tout ce processus que tu décrivais s'est produit. Et au bout de 6 mois, on a fait équipe et inventé de nouvelles pratiques où les agents vont aller en pied d'immeuble, au devant des habitants, dans des endroits où les gens se tiennent et ne pas être campés derrière leur guichet. Et les voisins malins, eux, commencent à raconter comment se passe le service public, que finalement, on a de la chance d'avoir un service public. Donc, pour dire que ça s'inscrit ensuite dans des pratiques que le maire va mettre en place dans sa commune, des formations, comment dire, des fiches de mission, des fiches de poste de ces agents qui vont plus être comme avant. On va alléger une partie du boulot qui est plus du reporting pour donner le temps de ces rencontres. Donc on recrée comme ça une vraie alliance entre des acteurs proches qui se retrouvent en opposition, en conflit, parce que la vie est très compliquée, alors qu'ils ont tout intérêt, ils ont tous l'un et l'autre envie que ça se passe bien et de réussir leur vie ou leur mission de service public. Donc voilà, et pour Merci. terminer, je dirais que dans nos équipes, on a des profils très divers. On a 10 personnes en général, 10 langues parlées, de 18 à 78 ans. Et on a beaucoup de femmes, 70%, mais on a plein de points de vue et d'expériences de vie. Et il y a des gens qui votent RN. Et je voulais le dire parce que c'est pas du tout la majorité, parce qu'on a, je dirais, 70% de nos équipes sont à l'image des habitants de ces quartiers issus d'immigration. Et on a des gens qui sont là et qui sont, je dirais, ils peuvent être aussi d'ailleurs issus d'immigration, mais qui sont RN, qui ont voté ça. Et on arrive à avoir des discussions dans les équipes en se disant, si ces personnes ont fait ce choix à un moment donné, c'est pour une bonne raison, et détricoter les raisons et ne pas ostraciser ces personnes, tout en leur permettant, dans la discussion, de prendre conscience de l'implication des décisions que prendrait un gouvernement RN. Je vous donne ce sujet parce que c'est un sujet dans lequel on est rentré avec l'Europe. On a un grand programme sur 4 équipes où on discute de qu'est-ce que c'est être citoyen. Et on le fait dans un contexte où les gens disent vraiment ce qu'ils pensent sans peur. Et ça permet d'élaborer à partir de là et de discuter en se disant, bah, de toute manière, si on est tous chez Voisins Malins, c'est qu'on partage des valeurs, une envie commune. Donc, on a suffisamment confiance pour dépasser ce type de, je dirais, de conflit de fond. Merci. Voilà. Anne, merci parce que là tu ouvres plein de choses et je pense que c'était vraiment l'objectif, notamment parce qu'on a une année qui arrive qui va être très intense sur ces débats-là et pour montrer que c'est possible et d'aller sur la partie immergée de l'iceberg. Donc on reprend juste pour terminer les deux, trois derniers slides. Un grand merci Anne. Je pense que ça nous donne envie de faire un droit de suite sur les pistes que tu viens d'ouvrir. Simplement, ce qu'on voulait vous partager, c'était le programme de les prochains jeudis de la CEC. Donc, il y en a un autour de se connecter au vivant avec l'OFB et sur un zoom sur les océans. On aura une présentation du Shift Project, du plan robuste pour l'économie française, avec un regard d'Olivier Amand. Ça sera le 24 septembre.
Et puis, le 15 octobre, un jeudi de l'associé sur le discernement, autour des questions autour de l'IA dans le business, avec une boussole de discernement qu'on va travailler avec vous. Donc voilà les prochains sujets. Je vous remets, si tu peux remettre à l'écran, et je terminerai là-dessus. Moi, j'ai noté deux choses. Voilà, avec quoi vous repartez? Moi, je repars avec deux choses déjà, l'iceberg, qu'on soit des explorateurs d'iceberg. Je pense que ça nous a parlé, Clara, d'inverser l'iceberg et de vraiment aller chercher des compréhensions sur les valeurs, sur les causes profondes qui font bouger les gens. Et j'ai un peu envie de nous donner un challenge pour cet été. On aura l'occasion, donc, au moins une fois, être un collisionneur, créer ces moments de discussion qu'on aurait évité avant, et que là, vous avez des ingrédients pour essayer d'entrer dans ces conversations. Elles seront sans doute fertiles. Et donc, voilà, c'est le challenge de l'été. Soyez au moins une fois un collisionneur. Voilà, merci à tous. Si vous pouvez mettre avec quoi vous repartez dans le chat, on vous enverra les références, le code de gratuité aussi pour le droit de suite avec le cours de Clara. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci Anne. Écoutez le podcast 4 et Gen de Anne si vous voulez aller jusqu'au bout de ce sujet. Merci à tout le monde Merci et on vous souhaite, pour votre écoute et votre participation. merci, on vous souhaite un très bon été. Merci à tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Bye, prenez soin de vous.